Bonjour, chers étudiants. Nous allons donc aborder la 4e vidéo dans le cadre du séminaire sur l'histoire du droit. Dans les 3 premières vidéos, je crois qu'on a essayé de parcourir l'histoire du droit depuis la Rome antique, la période médiévale, et les grands moments, les grands auteurs des codifications du 17, 18, 19e siècle. Et je l'ai indiqué en introduction que l'histoire du droit, telle qu'elle est enseignée dans les facultés de droit en Europe, souvent se limite naturellement à l'espace européen, puisqu'on considère que les droits non européens n'ont pas véritablement d'histoire. Ces droits sont traités de façon péjorative et c'est plutôt des travaux d'anthropologie juridique, de sociologie qui parfois s'investissent dans la connaissance de ces droits africains. Alors, mais nous pensons que au-delà de la prééminence de l'écrit dans la formation et le développement du droit, il n'en reste pas moins que les droits africains, même si dans la vision qui est souvent proposée, elle peut être réduite à des simples coutumes barbares, mais nous considérons qu'il y a une pertinence scientifique à étudier sur le plan historique les droits africains. Évidemment, il s'agit d'une œuvre titanesque et complexe puisque nous n'avons pas des écrits précis. Les recherches anthropologiques, archéologiques même, sont très limitées. Nous renvoyons dans la majorité des cas aux travaux d'égyptologie en ce qui concerne l'Égypte, mais les autres aires géographiques africaines sont peu connues au point où il est extrêmement difficile d'en retracer véritablement l'histoire. Toutefois, dans le cadre de cet enseignement, nous allons montrer que l'histoire des droits africains est caractérisée par 3 périodes. Alors, ce découpage, il est parfois très difficile compte tenu de l'agencement historique de ces périodes historiques, mais il n'en reste pas moins que sur le plan académique, nous nous limiterons à ce découpage. Donc 3 grandes périodes. Il y a la période précoloniale, qui, elle, est souvent, elle est caractérisée par les coutumes africaines, les diverses coutumes africaines dans leur pluralité, mais aussi également les règles de droit public établies par les souverains africains, les rois, les empereurs africains, pour mieux gouverner leurs cités et leurs sujets. La deuxième période, c'est la période esclavagiste et coloniale, qui est marquée par un droit de domination, d'assujettissement et de déshumanisation. Notamment, on le verra avec la traite négrière et la sanglante période coloniale. Puis, la troisième période, c'est la période dite post-coloniale, qui va donc des indépendances africaines jusqu'à maintenant, qui, elle, est caractérisée d'une part par le legs juridique colonial, puisque, comme vous le savez, beaucoup de pays africains, notamment les pays africains francophones, ont hérité du droit de la métropole, au point où on constate encore, même aujourd'hui, plus de 60 ans après les indépendances, on constate dans certains pays, le code pénal qui est appliqué, c'est le code pénal français de l'ancien temps, où le juge n'est pas toujours dans le respect strict de l'expression, puisque vous prenez certains codes pénals, il écrit exactement que le français, etc. Alors qu'aujourd'hui, le français, il n'existe pas. L'individu qui est jugé n'est pas français. Enfin, il y a eu un héritage avec les questions de succession d'État. Il a été donc admis que ces droits-là vont continuer à régir les comportements et les sociétés en attendant que de nouvelles législations soient promulguées. Et puis, toujours pour la même période, il y a les tentatives d'édifier des droits nouveaux dans ces pays
en puisant dans diverses sources, tant locales, étrangères, nationales ou internationales. C'est pourquoi, dans le cadre de cette vidéo, nous allons cependant formuler quelques réserves d'emblée en ce qui concerne le droit précolonial. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de sources. Alors, il y a des travaux anthropologiques qui sont faits. Mais ces travaux, parfois, sont sujets à des controverses. C'est pour ces raisons que je ne voudrais pas, puisque vous êtes au début de votre formation juridique, je ne voudrais pas vous entraîner dans des controverses séculaires sur l'existence ou non de telle ou telle coutume, de telle ou telle règle dans les sociétés africaines. Donc, par commodité, j'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire de revenir sur ce droit précolonial, mais dont je nie pas l'importance pour vos travaux futurs. Ensuite, je dis également qu'en ce qui concerne le droit de la période esclavagiste et coloniale, je me limiterai à quelques observations, là encore, puisqu'on peut retrouver des textes, etc., mais qui, pour beaucoup, posent beaucoup de problèmes d'authenticité, de rigueur, etc. Voilà. Alors, je vous parlerai d'abord de l'histoire du droit esclavagiste et colonial. Alors, contrairement à la servitude à Rome, l'esclavage européen arabe en Afrique est une institution créée. Alors, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, des autorisations religieuses ou pontificales, etc. Ce n'est pas franchement le lieu. Je vais me contenter de vous montrer comment tout ceci s'est fait. Voilà. Je prends donc l'exemple en disant qu'à Rome, l'esclavage est une institution, je dirais, normale, hein, sanctionnée par un usage universel. Alors, c'est différent, parce que l'institution esclavagiste à Rome est sanctionnée par un usage universel qui parfois conduit à une sanction pénale. Parce que la personnalité religieuse du Servus, n'en est pas moins reconnue. Cette approche à Rome montre bien que, certes, l'esclave est considéré comme un meuble, hein, parce que l'habilité des juristes, qui sont très friands des fictions, comme vous le savez, comme vous l'apprendrez hein, dans votre carrière, l'habilité des juristes tend régulièrement à faire de cette chose étrange qu'est l'esclave, mais une chose pourtant consciente. On en fait ce qu'on va appeler un res ordinaire, une chose ordinaire, afin d'asseoir le droit de propriété du maître sur l'esclave. Alors il y a quelques règles qui ont été édictées, etc. Voilà, que le maître doit se comporter en bon père de famille, donner la nourriture, bref. Mais vous voyez, on est dans une vision esclavagiste intégrée à la société. Intégrée à la société. Alors, au XVIIe siècle plutôt, un nouvel esclavage apparaît en rupture, il faut le dire, avec la tradition de liberté plus ou moins idéalisée, quoique ancrée dans la conscience du juriste. C'est-à-dire qu'au même moment où le droit se cristallise au travers de l'affirmation de la liberté, mais c'est au même moment que l'on voit poindre ce droit esclavagiste. Assez bizarrement, l'esclavage est prohibé en France, par exemple. Le Parlement de Bordeaux, ayant fait libérer les captifs en 1571, on aurait pu croire que c'est la fin de l'esclavage, mais non, pas du tout. La légalisation de l'esclavage va être légitimée, notamment en 1685, avec le Code noir. Le Code noir, certes, le Code noir n'est pas un véritable code juridique, comme on dit, il faut relativiser sur le plan de la forme, je dirais. Mais c'est une réglementation de l'esclavage qui s'est faite par petites touches
en fonction des effets attendus sur le droit des propriétés des colons. Et donc, vous voyez, il y a une contradiction. Au même moment, vous avez des auteurs qui affirment les Rousseau, les Voltaire, qui affirment les principes de liberté, les principes de séparation de pouvoir, etc. Et on voit là la graine des droits de l'homme germer dans le droit et s'épanouir dans diverses législations protégeant les individus vis-à-vis du pouvoir politique. Mais en même temps, s'enracine un droit esclavagiste totalement moyenâgeux qui tend à instituer une traite négrière sanglante et criminelle. Et c'est toute l'interrogation. Et ces juristes qui ont eu, par des subtilités funestes, à considérer que l'esclavage obéissait à un droit spécial, dérogatoire, où les esclaves n'avaient pas d'armes, c'était des choses, etc., etc. Voilà, je ne vais pas aller très loin dans la présentation de ça. Vous avez aujourd'hui beaucoup de textes, vous allez sur Internet, vous avez beaucoup de textes qui nous rappellent cette période triste de l'humanité. À cette période, je ne vous évoque pas les textes d'abolition, souvent exhibés comme des paragons de l'humanité de tel ou tel État. Ceci est faux. La plupart de ces déclarations ou ces textes d'abolition ont été obtenus non pas par générosité, par contrainte, souvent par contrainte, etc. Bon, bref, revenons à ce qui est essentiel. C'est que c'est un droit esclavagiste, déshumanisant et notamment ravalant au statut de choses l'être humain, notamment les Africains. Alors, la deuxième partie de cette époque qui vient juste après, c'est la colonisation. Vous avez dû apprendre la conférence de Berlin, partage l'Afrique, etc. Je ne veux pas m'étaler sur ça, mais juste pour vous dire ce qui est essentiel, en vous faisant comprendre, mes chers étudiants, que le droit colonial, c'est le droit qui s'applique dans les colonies, tant à l'égard des personnes que des biens. Le droit colonial était régi par des principes distincts mais complémentaires, au nombre desquels figurait le principe dit de la spécialité législative. Le principe de la spécialité législative veut dire quoi? C'est-à-dire que les lois et décrets ne s'appliquent pas de plein droit. C'est-à-dire que les lois qui sont adoptées en métropole ne s'appliquent pas de plein droit colonie. Premier principe. Le deuxième principe, ce sont les stipulations dites clauses coloniales. Dans beaucoup de textes, vous avez des principes qui sont affirmés et vous avez à l'intérieur du texte parfois une clause qui indique que les principes juridiques évoqués dans cette loi ne s'appliqueront pas aux colonies ou s'appliqueront aux colonies en fonction des textes particuliers qui seront pris. Et puis il y a le régime, troisièmement, le régime dit des décrets coloniaux. Ce sont des décrets complètement anticonstitutionnels, mais en fait qui sont des textes juridiques particuliers aux coloniaux, consacrant une forme brutale d'asservissement et de pillage. Quatrièmement, il y a le principe de non-citoyenneté. Le principe de non-citoyenneté qui est soumis à un statut personnel. C'est-à-dire que, prenons le cas de la France, par exemple. Vous avez beaucoup de personnes qui sont des sujets français, mais pas des citoyens français. Alors que ces territoires sont considérés comme des territoires français, au titre du droit international, c'est donc la France, mais les personnes qui vivent dans ces territoires n'ont pas la nationalité française, c'est-à-dire ne sont pas régis par le droit civil français.
Ce sont des sujets français. Et enfin, alors, à côté de ces sujets français, qui sont différents des nationaux français, vous avez les indigènes. Vous avez le code de l'indigénat, etc. Beaucoup de règles en la matière qui consacraient l'indigénat. Alors, pour dire dans tout ça que ce sont deux ordres politico-juridiques radicalement différents qui vont coexister et s'épanouir en toute légalité sous les auspices de la Constitution. Par exemple, en France, la Constitution du 4 novembre 1848. Donc, la règle, elle est simple. Pas d'application des lois et des règlements de la métropole aux colonies, sauf cas exceptionnels décidés par le pouvoir réglementaire ou législatif compétent. En outre, beaucoup de dérogations, c'est-à-dire qu'il y a un régime dérogatoire et discriminatoire, qui fait que le droit colonial est par essence, je dirais, un droit d'assujettissement. Alors, ces principes et ces textes se heurtent désormais, se sont heurtés à deux restrictions, l'une territoriale et l'autre liée à la qualité des personnes. La conjonction de leurs effets étant l'origine de la situation singulière des colonies et des populations qui s'y trouvent, notamment dans le cadre de la colonisation française assez particulière, on a vu que, par exemple, les indigènes sont considérés, comme je l'ai dit, comme des sujets et non des citoyens français. Ça a posé beaucoup de problèmes. Malheureusement, on a encore, et ça curieusement, des textes de cette période coloniale qui plus ou moins subsisté, ont été repris par les nouveaux États souverains, sans parfois des aménagements conséquents. Du coup, on retrouve dans certains textes des incongruités juridiques, des peines complètement délirantes, notamment en matière de droit pénal. Vous avez dans certains pays encore, francophones notamment, l'application du vieux code civil français, du vieux code pénal français, avec des peines incroyables. Voilà. Donc ça, vous voyez le poids de l'histoire qui continue à peser sur le droit en Afrique. Alors, venons-en à la dernière période, c'est-à-dire l'histoire du droit post-colonial en Afrique. Donc, dans la période des années 60, la plupart des pays africains accèdent à l'indépendance, à la souveraineté internationale. Alors, vous me direz, oui, mais cette souveraineté, elle n'était peut-être pas pleine et entière, elle était fictive, elle était plutôt domestiquée par telle ou telle stratégie de pillage de l'Afrique. Bon, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Non pas que ce débat ne soit pas intéressant, mais simplement qu'ici, dans le cadre de ce séminaire, je voudrais qu'on aille à l'essentiel pour mieux comprendre les éléments juridiques importants qui, par la suite, vous permettront de procéder à des analyses rigoureuses et pertinentes. Je ne vais pas donc me verser dans des débats, des querelles très affectives, mais plutôt des polémiques parfois anormalement longues et stériles. Alors, regardons ce qu'il y a aujourd'hui. Vous avez fait, chers étudiants, le choix des études de droit. Dans le contexte actuel, vous allez donc apprendre le droit, non pas tel qu'on le souhaiterait, tel qu'il existe. Tel qu'il existe, tel qu'il est, le droit, tel qu'il existe, tel qu'il est appliqué par les tribunaux, les cours, tel qu'il régit les comportements dans la société, tel qu'il régule les pouvoirs publics. C'est ce droit, et ce n'est pas anodin de le dire, qui, à l'origine, a en son sein cette empreinte coloniale, cet ADN colonial, qui va faire qu'aujourd'hui, parfois, sur certaines questions, on s'interroge sur l'étendue du mimétisme juridique en Afrique et les conséquences de cela. Voilà, donc dans la vague des indépendances africaines, de nombreux dirigeants africains ont cru, et c'est peut-être légitime de leur part à l'époque, ces nouveaux dirigeants
portés par des desseins glorieux, ont cru que le droit par lui-même transformerait la réalité dans laquelle vivaient les nouveaux États africains indépendants. Et certains auteurs aussi ont appuyé ces croyances. Je prends l'exemple de Michel Alliot, qui a cru bon de mettre en garde, toutefois, les États africains contre une forme de ce qu'il va appeler la balkanisation juridique, où chaque État, nouvellement indépendant, souhaitait avoir son propre droit. Michel Alliot expose alors, dans un article publié en 1967, dans le Journal of African Law, qui s'intitule « Problème de l'unification des droits africains », dans cet article, Michel Alliot expose alors les problèmes de l'unification des droits africains, car il souligne l'unité des problèmes à résoudre et la possibilité d'adopter des législations révolutionnaires qui étaient, de son point de vue, des facteurs favorables pour un droit, et évoque le concept de droit commun africain. Nous sommes en 1967. Michel Alliot, français, parle d'un droit commun africain. Mais il n'a pas été suivi. Pas plus d'ailleurs que les autres africanistes qui se sont multipliés et qui, pour beaucoup, se sont inquiétés de la précipitation des gouvernements, de nouveaux gouvernements africains à légiférer sans se soucier de leur propre réalité sociale, politique et culturelle. C'est-à-dire qu'ils sont portés par le courant du mimétisme juridique à multiplier des lois, finalement du copier-coller, qui n'a rien à voir avec les sociétés qu'ils étaient appelés à gouverner, à gérer. Ainsi, cette œuvre modernisatrice du droit s'est révélée être, à bien des égards, un véritable échec, au point où l'atténuation de l'insécurité juridique en Afrique est devenue une préoccupation de premier plan pour le développement de ce continent. Le développement n'est pas possible avec toutes ces formes criardes d'insécurité juridique. Et il y a une prolifération de législations, les unes les plus opaques et contradictoires que les autres, et souvent dans une logique de mimétisme absurde. Et du coup, l'on ne peut que s'étonner de l'incomplétude de ce droit et de son incapacité à impulser une dynamique de sécurité juridique propice au développement. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui ces difficultés des droits africains. Nous nous trouvons, notamment en Afrique, dite noire, pas péjoratif. Alors nous nous trouvons face à des sociétés multiculturelles et multiethniques qui sont en même temps influencées par les cultures occidentales. Alors, ces cultures occidentales qui sont dans une dynamique d'assimilation, de domination et de soumission. Alors, ne pas tenir compte des résultats possibles et réels de ces réalités-là, c'est, de mon point de vue, adopter une perspective qui certes se prétend unique, c'est-à-dire forme d'universalisme homogénéisant, mais on voit les difficultés, on voit les impasses. On a voulu chercher à se réfugier dans le passé, pour certains, pour d'autres, à revendiquer une différence outrancière, et enfin, pour d'autres encore, chercher à nier la réalité du substrat socioculturel, qui est très important dans la production du droit. Comme je l'ai dit, toute société sécrète a un droit. Le virus du mimétisme
a affaibli les dynamiques historiques du droit en Afrique. Alors, la doctrine la plus répandue présente les droits africains comme fondés sur la fiction positiviste de la modernisation sociale par le droit et sur le caractère ineffectif des règles édictées, faute d'ancrage, naturellement, dans le vécu des sujets de droit. C'est-à-dire que vous avez des règles qui parfois sortent du néant et puis sont très ténues dans les rapports sociaux. Alors, malgré, disais-je, ce côté séduisant et simple au regard des faits sociaux, cette doctrine, de mon point de vue, est réfutable et inconséquente. Le choix opéré par le législateur africain, je généralise, hein, parce que vous avez dans beaucoup de pays parfois des spécifications. Certains pays, avec le temps, ont produit un droit tout de même adéquat et adapté à leur réalité. Ce n'est pas le cas de tout le monde, naturellement. Alors, le choix opéré, disais-je, par le législateur africain, d'assurer la primauté du droit écrit d'inspiration occidentale sur les droits originairement africains, notamment coutumiers, soulève le paradigme de la désincarnation du droit et de son absence de vigueur au regard des pratiques sociales quotidiennes. C'est un droit plus ou moins désincarné. En outre, les normes traditionnelles sécrétées par des sociétés africaines, notamment précoloniales, ne sont ni immuables ni pertinentes au regard de la place aujourd'hui qu'occupe l'État-nation dans les sociétés africaines postcoloniales. Il serait hasardeux de trouver les règles d'organisation de l'État actuel dans nos coutumes pré-coloniales, dans ce droit dit originairement africain. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait des règles de droit public aussi à l'époque. La plupart des populations des pays africains se réfèrent davantage aujourd'hui, on le voit, et une grande majorité se réfèrent au droit coutumier, à la justice coutumière dans leur vie quotidienne, malgré l'existence des droits écrits. Les sociétés civiles africaines elles-mêmes sont composées des classes sociales variées, rurales ou des personnes en transition vers la vie urbaine. Et donc, de la migration vers les villes, notamment pour des raisons économiques et matérielles, les gens vont avec le droit de leur milieu, de leur origine. C'est-à-dire qu'on n'emmène pas seulement les bagages en ville, on vient avec son droit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport au statut personnel dans la Rome, non, au niveau du Moyen-Âge, avec les droits des barbares, les droits germaniques. C'est-à-dire de la migration vers la ville pour des raisons économiques et matérielles, au déplacement forcé, tout ça, etc., on voit que les gens, je dirais, s'agglutinent dans les villes, mais le vivre ensemble est difficile. Le vivre ensemble est difficile. Ce n'est pas les mêmes coutumes, ce n'est pas les mêmes références culturelles, etc. Et le droit écrit, lui, a du mal à prendre tout ça en charge. D'où le constat aujourd'hui éclairant par rapport à la doctrine juridique africaine. On pense qu'elle est faible et peu présente dans de nombreux domaines du droit. Et c'est bien souvent les chercheurs occidentaux qui s'empressent à dire quelles ont été les coutumes des Africains à tel ou tel moment de l'histoire. Bien sûr, chers étudiants, ces recherches ont souvent été entachées d'une perspective ethnocentrique, égocentrique, obéissant souvent à des exigences politiques, administratives, postcoloniales. Ça, c'est évident. Cependant, ces travaux nous ont permis également, et nous permettent encore aujourd'hui, de débattre
de l'existence et du statut de ces droits africains. De ce que certains ont appelé, pour nos sociétés, le pluralisme juridique en Afrique. Et du coup, de ce concept de pluralisme juridique aujourd'hui, certains préconisent d'emprunter le chemin de l'uniformisation du droit sous prétexte de rationalisation et d'universalité. Mais le débat est là. Alors, je vous ai parlé des grands maîtres européens, je pourrais aussi vous parler des grands maîtres africains qui ont écrit des ouvrages assez importants sur ces questions. Je prendrai par exemple l'ouvrage de Guy Adjeté Kwasigan, qui est un bon ouvrage, qui a été publié en 1974 aux éditions Pédon, et qui s'intitule « Quelle est ma loi? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire francophone ». C'est d'ailleurs sa thèse qui a été publiée. Alors, cet ouvrage est intéressant. Pose la question, quelle est finalement, dans cette mixture entre coutumes diversement mélangées et ayant traversé plusieurs moments historiques, et le droit écrit, mimétique et souvent d'importation occidentale, quelle est ma loi en Afrique? Quel est mon droit? C'est la question. Vous voyez, il y a une forme de dédoublement sociologique du droit en Afrique. Alors, je pourrais également vous donner la référence du regretté professeur Stanislas Melonnet, qui a commis un article intéressant dans la Revue internationale de droit comparé en 1986. Cet article s'intitule « Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique, l'exemple du Cameroun ». Alors l'exemple du Cameroun pourrait s'appliquer à d'autres pays, et là on voit que l'analyse montre les limites de cette tentative de mettre ensemble toutes ces sources du droit. Je pourrais, il y a aussi d'autres travaux qui ont été menés, par exemple en droit de foncier, en droit de la terre. Je pourrais citer la thèse soutenue par le professeur Paul-Gérard Pougoué à l'Université de Bordeaux en 1977, qui s'intitule « La famille et la terre, essai de contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun ». Comme je pourrais également citer la thèse du professeur Maurice Kamto, qui s'intitule « Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire ». Vous voyez, il y a beaucoup de travaux auxquels vous pouvez vous référer, qui posent ces problèmes-là. Alors, mais cherchons à nous débarrasser de cette perception négative aussi des droits africains. Et souvent de l'opposition sur certains points de vue factices, savamment entretenus entre le droit écrit, dit moderne, et les droits coutumiers, dits originairement africains. Et c'est l'ouvrage de Charles Tampaka que vous pourrez plus tard lire, c'est pas une urgence académique pour vous maintenant. Cet ouvrage s'intitule « Introduction au système juridique africain ». Introduction au système juridique africain. Et dans cet ouvrage, qui est un petit ouvrage, c'est pas très cher, vous pouvez, si possible, l'acquérir, mais c'est pas obligatoire. Cet ouvrage a été publié aux presses universitaires de Namur en 2005. Donc il est, pour cette matière, plus ou moins récent. Alors, Charles Tampaka, qui est d'origine de la République démocratique du Congo, je crois, dit dans cet ouvrage, dans la première page, il dit la plupart des sociétés africaines appliquent aujourd'hui deux formes de règles de droit. Le droit écrit, d'inspiration européenne, basé principalement sur le code Napoléon, dans les anciennes colonies belges et françaises, et sur la common law dans les anciennes colonies anglaises. Ça, c'est d'un côté, donc ce droit écrit. Et de l'autre, les droits traditionnels,
originairement africains. Alors, il y a des conflits entre ces deux catégories de règles qui n'ont pas été résolus. Mais donc, lui dit que théoriquement, c'est vrai, ça a été résolu par l'imposition de la suprématie du droit écrit sur le droit coutumier, faisant de ce dernier, donc des droits coutumiers presque des droits supplétifs. Mais je ne crois pas que le problème a été résolu. Le problème continue à se poser même aujourd'hui. Théoriquement, malgré les précautions d'usage, le droit traditionnel africain continue à vivre, à se développer, à l'ombre, parfois, de façon conspiratrice vis-à-vis du droit dominant, à savoir le droit écrit, le droit importé d'Occident. Vous voyez, la tension, elle est là. Il y a une conspiration sociale contre ce droit écrit. Des gens, des Africains continuent à vivre selon leurs coutumes, à juger leurs affaires selon leurs coutumes, malgré que leur État soit enveloppé par un droit écrit d'importation coloniale. Alors, de nombreux juristes, mais également les philosophes, les sociologues, les anthropologues, ont tiré le constat de ce pluralisme juridique qui singularise d'ailleurs cette cohabitation normative, tant matérielle que procédurale. Hein, et elle existe partout. C'est une singularité, finalement. Du coup, à partir de cette singularité et des analyses qui sont faites, on arrive à un constat de l'impuissance du droit moderne à s'imposer véritablement dans la régulation juridique des rapports sociaux en Afrique. Alors, au point où mon excellent confrère et ami Xavier Dijon a cru devoir énumérer de nombreux exemples qui démontrent du caractère fictif de ce droit écrit au regard des pratiques sociales en Afrique. Xavier l'a fait dans un article très bien écrit où il se plaît à faire sorte d'inventaire de la fiction du droit écrit dans les sociétés africaines. Cette fiction se retrouve d'ailleurs, selon lui, hein, dans les travaux de recherche menés en Afrique, et il en a tiré motif, naturellement, à montrer que dans beaucoup de recherches en Afrique, il y a une difficulté à intégrer le droit pratiqué par les populations en surestimant la portée du droit écrit, etc. Et ça, c'est dommage, selon Xavier Dijon. Et cette conclusion de Dijon, on la trouve déjà, hein, bien avant, dans les travaux menés par le professeur Gérard Connac de l'Université de Paris 1. Déjà, à l'époque, Gérard Connac constatait l'inflation législative en Afrique noire francophone. Et pour lui, cette inflation législative est l'une des maladies infantiles de l'indépendance. Et avec le recul des années, on se rend compte que ces premiers législateurs africains ont méconnu les cultures locales et ont surestimé la force de la loi écrite importée d'Occident. Alors, c'est vrai qu'après plus d'un demi-siècle aujourd'hui de construction de l'État moderne et du droit positif en Afrique, il serait, de mon point de vue, réducteur de penser que ce modèle ne correspond pas, comme certains anthropologues, souvent nos collègues anthropologues, sont les premiers à porter le fer en disant ce droit écrit ne correspond pas du tout aux réalités africaines, c'est un droit mimétique, inadapté, inadéquat, c'est un droit connu simplement par quelques élites qui brassent le vent, mais qui bien souvent s'éloignent des pratiques quotidiennes des populations. Je trouve que c'est très réducteur
de faire ce bilan. C'est très réducteur, je pense. Et de même, je trouve que c'est périlleux de vouloir traduire dans les termes de la sagesse africaine, par exemple, le langage des droits de l'homme, ou à vouloir inventer les formes les plus adaptées de la convivialité interethnique au sein du même État. Parce que l'État tel qu'il existe, certains ont choisi le concept d'État multiethnique, ce n'est pas nécessairement vrai. Enfin, je ne vais pas faire la sociologie juridique ici, je voudrais simplement vous dire sur ce point, contrairement à ce que le professeur Gérard Connac présentait comme une liberté de choix, il faut le dire que les nouveaux pouvoirs n'avaient que peu de choix, en réalité, n'avaient que peu de choix. Ils étaient dans une contrainte de la continuité de l'État colonial vers l'État post-colonial, et ce qui était immédiatement disponible pour eux, ils n'avaient pas beaucoup d'expertise juridique, il faut le reconnaître. Et souvent les experts qu'ils convoquaient, c'était des experts français qui ne faisaient que rabâcher ce qui existait en France. Donc, il ne faut pas y voir peut-être une attitude volontaire de nier les droits africains. Et je pense que avec le temps, on verra. Et il faudra peut-être rendre leur dignité à ces pères des indépendances africaines qui, malgré les limites que nous venons d'évoquer, ont fait ce qu'ils pouvaient avec les experts, avec les juristes qu'ils avaient à leur disposition à l'époque, qui étaient peu nombreux, souvent très occidentalisés. Et dans ce contexte-là, il n'était pas facile d'imaginer autre chose que des formes de mimétisme juridique. Alors, c'est sur ce point, je dirais d'ailleurs en accord avec le professeur Connac, que la quête de la consolidation du pouvoir pour ses pères fondateurs était une motivation suffisante pour perpétuer, par exemple, des textes juridiques, notamment le code pénal, qui instituaient des rapports de domination hérités de la colonisation. Alors, finalement, le risque de balkanisation que j'évoquais plus loin, que craignait le professeur Michel Alliot, s'est réalisé. Parce que chaque pouvoir, chaque État, a voulu créer son propre droit. A voulu créer son propre droit. Malgré l'émergence des communautés régionales, etc., on voit très bien que chacun s'agrippe à sa souveraineté pour produire son droit. Alors, très récemment, quelques dynamiques nouvelles se sont inscrites dans l'agenda de l'histoire du droit en Afrique, notamment avec des dynamiques d'harmonisation et des dynamiques d'unification du droit, des dynamiques d'intégration juridique. Et ces dynamiques s'expriment tant au niveau des communautés régionales. Nous avons par exemple le droit communautaire de la CEMA, qui était un exemple intéressant d'intégration. Vous aurez certainement à voir des cours plus tard, des cours de droit communautaire, donc je ne vais pas m'étendre sur ça. Et également dans le domaine des affaires, avec les techniques d'harmonisation, notamment avec le droit OHADA, sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et ces exemples se multiplient, de plus en plus on voit dans le domaine des assurances, avec le code CIMA, dans le domaine du règlement des conflits, notamment de l'arbitrage, etc., etc. Donc, du coup, la balkanisation telle qu'elle a été vécue, je pourrais dire, tend de plus en plus à s'estomper pour aller vers le droit commun de l'Afrique. Le droit commun de l'Afrique, qui serait une merveilleuse idée, une merveilleuse dynamique pour l'histoire du droit. Voilà, sans aller trop loin dans les explications, les éléments importants auxquels je vous invite, j'invite à faire preuve d'intelligence pour pouvoir approfondir ces questions, en faire une préoccupation dans vos études de droit. Parce que ceci va éveiller en vous, et c'est d'ailleurs l'objectif que je me suis donné au début de ce CR, éveiller en vous le sens critique du droit. Ne pas prendre le droit comme un simple catalogue de normes qu'il faudra mémoriser pour demain les vomir dans les pratiques sociales, dans les prétoires. Ce n'est pas du droit.
le droit, ce n'est pas un catalogue de normes. Vous devrez en vous cultiver l'éveil juridique. La culture juridique, elle est nécessaire. Vous devez avoir cette culture juridique parce que finalement, à partir des textes que vous allez apprendre tout le long de votre carrière, que j'espère être très longue, l'histoire du droit vous sera toujours utile. Parce que l'histoire du droit, lorsque vous la maîtrisez, vous donne la distance critique par rapport à l'objet de votre étude, l'objet de votre analyse. L'histoire du droit vous permet d'analyser, de comprendre les enjeux, les interactions qui gouvernent la production du droit et les évolutions juridiques. Et qui vous permet aussi de comprendre les parties prenantes dans le champ de la production du droit, y compris les institutions chargées d'appliquer les normes adoptées. Alors, l'histoire du droit est également importante parce que ça va construire en vous, au profond de vous, cet esprit juridique, critique, de la controverse, de la dispute, de l'argumentation. Et je dirais, en conclusion, que j'aurai le bonheur de voir dans vos travaux, dans vos analyses, dans vos plaidoiries tout le long de votre carrière. Alors je vous souhaite, pour terminer, une bonne fin pour l'année académique, malgré naturellement les contraintes de la pandémie du coronavirus qui nous contraint à ne pas être devant vous dans l'amphithéâtre ou dans la salle de cours pour échanger avec vous, mais naturellement ces moyens électroniques sont également appropriés. N'hésitez pas à revenir vers nous par les questions. Vous avez dans les documents de cours, quand vous voyez avec les responsables académiques et administratifs, vous pouvez toujours nous écrire, il y a des questions, on peut échanger pour pouvoir clarifier certains points et peut-être susciter d'autres débats. Je vous remercie de votre aimable attention tout le long de ces 4 vidéos et j'espère en fin de compte avoir s'aimer en vous l'esprit critique du droit et ne pas simplement se contenter de faire de la mécanique juridique absurde. Je vous remercie pour votre aimable attention.